Veuve noire, croqueuse de diamants, jalouse maladive. Les clichés sur les femmes criminelles sont légion. Et pourtant, elles sont les principales victimes de violences au sein du couple. Mais Valérie Bacot, Alexandra Richard et Edith Scaravetti défient les statistiques. Elles ont tué leur mari. Plongées dans leur histoire, qui commence souvent de la même manière. Elles rencontrent un homme, tombent sous son charme, fondent une famille. Puis le conte de fées prend fin et commence l'enfer. Crise de colère, violence physique et psychologique, parfois même prostitution forcée. Après des années d'emprise, elles tuent. Pour elles, pour survivre, pour leurs enfants. Comment la justice française juge-t-elle ces crimes ? Et comment distinguer l'homicide conjugal de la légitime défense ? Vous écoutez Crime de femme, l'affaire Valérie Bacot, première partie. Nous sommes en Saône-et-Loire. Cette femme s'appelle Valérie Bacot. Elle est peintre en bâtiment. 8 heures par jour, elle rénove des vieilles bâtisses. Je répare ce qui est abîmé. Pour moi, c'est ça. Je suis un ouvrier comme un autre. Elle mène une vie normale. Et chaque matin, devant son miroir, c'est un rituel. J'apprends encore à prendre soin de moi. C'est ma fille qui m'a appris à me peigner les cheveux. Je fais tout pour que mes enfants voient que j'arrive à être comme tout le monde. Comme tout le monde, quand elle ne travaille pas, elle prend soin de sa maison. J'aime bien que ce soit propre, donc je veux que ce soit ordonné, puis ça m'évite de le faire tout le temps. J'aime bien les plantes parce que ça donne un petit peu de vie. Et puis c'est des cadeaux comme... ça, c'est pour mon anniversaire. C'est toujours les cadeaux de mes enfants, de toute façon. Depuis 4 années, depuis qu'elle a tué son mari, cette mère de famille dévouée a dû apprendre à vivre sans ses 4 enfants. Dans l'attente de son procès, elle n'y est pas autorisée. J'ai des nouvelles tous les jours par le portable. Et puis j'ai toutes les photos. Même si on n'est pas ensemble, qu'on est ensemble que le week-end, ils sont toujours avec moi. Ses enfants, elle les a dans la peau, inscrits à l'encre indélébile. Aujourd'hui, Valérie Bacot est une femme libre. Mais demain, sa vie risque de basculer. Alors, comment cette mère de famille a-t-elle pu tuer son mari ? Je sais très bien que je vais repartir en prison. Je prépare mes enfants. Après, j'ai toujours l'espoir, on ne sait jamais, d'avoir au moins un aménagement de peine. Demain, à Chalon-sur-Saône, Valérie Bacot sera jugée pour le meurtre de son époux. Elle risque la prison à vie. Valérie Bacot a reconnu avoir tiré sur son mari, Daniel Paulette. Il est mort. Elle dit que le coup est parti tout seul, qu'elle voulait se défendre, qu'elle n'avait pas l'intention de le tuer. Mais elle sera jugée pour assassinat. Alors Valérie Bacot est-elle innocente ? Est-elle coupable ? Je suis coupable de ce que j'ai fait et je mérite d'être punie. Et ça, je le pense tous les jours. Je suis certaine que Valérie n'a pas prémédité son acte. Elle en est incapable. Elle l'a fait de manière intentionnelle. Éric Jallet, magistrat et avocat général. Et sans être elle-même en danger de mort. Au moment des faits, Valérie Bacot a 36 ans. Son mari, Daniel Paulette, en a 60. Ils vivaient ensemble depuis 18 ans et ils ont eu 4 enfants. Valérie Bacot est née en 1980 près de Lyon. Elle grandit à Laclayette, un petit village de Saône-et-Loire. Sa mère tient la mercerie du village. Son père est chauffeur routier. Il passe sa vie sur les routes. Il est très absent de la maison. Ils sont 3 enfants. Valérie est la seule fille. Elle a 2 frères. Il n'y a pas grand-chose dans son enfance qui sort de l'ordinaire. C'était une petite fille gracieuse, souriante. Renée Masson, institutrice de Valérie Bacot. Très gentille, réservée, pas du tout le genre de petite fille à se mettre en avant. Elle avait un petit peu de mal à voir son papa autant qu'elle l'aurait voulu.
Je connaissais la maman, je sais qu'elle était très stricte envers sa fille. Elle me disait, mais si ça ne va pas, il faut sévir. C'était pas du tout le genre de maman à aller excuser son enfant pour rien. À l'école, Valérie Bacot cache bien son jeu. Car à la maison, elle vit un véritable enfer avec sa mère. Ce qu'elle aimait, c'était le martinet. Ça, c'était son truc. Un jour, ah oui, j'avais les marques, je ne pouvais même plus m'asseoir. Ça, je me rappelle. Le vilain petit canard, c'était moi. La mère est violente. Elle est injuste. Les frères de Valérie ont tous les droits, même celui de la transformer en objet sexuel. Quand elle n'a pas tout à fait 6 ans, ils sont tous les deux chez leur grand-mère. Clémence de Blazy, journaliste. Son frère aîné va lui imposer une fellation. Il a une dizaine d'années. J'ai toujours ce flash de ce moment-là, quand je lui avais dit à ma mère, ce qu'elle m'a répondu. Oh, mais je le savais, mais c'est pas grave, c'est en famille. Et ça m'a marqué. Du coup, je me suis dit, c'est normal. Durant 10 ans, les parents de Valérie vivent une passion. Ils divorcent et se remarient à 2 reprises. Sa mère est instable. Les enfants souffrent. Valérie a 12 ans lorsque son père quitte définitivement le foyer. Quelques semaines plus tard, sa mère ramène son nouveau compagnon à la maison. Il s'appelle Daniel Paulette. La première fois que Valérie Bacot rencontre Daniel Paulette, c'est dans des circonstances un peu bizarres, c'est-à-dire que c'est la nuit. Elle entend du bruit dans la chambre de sa mère, des bruits qui l'inquiètent, qui sont inhabituels. Et je savais pas ce qui se passait. Et je suis montée voir ma mère. Et du coup, je les ai trouvés après, faire l'acte, quoi. Et du coup, j'ai refermé la porte, j'étais dans ma chambre. Et là, je me suis fait engueuler d'une force pas possible, quoi. Et du coup, le lendemain, c'est là où elle m'a dit qu'il fallait que je fasse connaissance. 2 mois plus tard, Daniel Paulette emménage dans la maison. Valérie est heureuse. Elle croit enfin à la stabilité et surtout, elle n'est plus seule face à sa mère. Daniel Paulette, finalement, prend la place de ce père qui est inexistant dans la vie de Valérie. Daniel est sévère, mais en même temps protecteur. Janine Bonadjunta, avocate de Valérie Bacot. Or Daniel, lorsque sa mère va s'énerver, Daniel sera là pour protéger Valérie, en intervenant. Effectivement, elle est affectueuse avec lui, elle l'appelle papa rapidement. La mère de Valérie travaille beaucoup. Elle rentre tard. Et c'est Daniel qui s'occupe des enfants. Mais plus Valérie grandit, plus l'attitude de Daniel change. Daniel s'occupe de Valérie, mais d'une manière plus ambiguë. Il va commencer à proposer à Valérie des massages. Il disait qu'il fallait mettre de la crème, qu'il fallait le faire parce que c'était normal que tout le monde le faisait. Et après, il y avait les viols. Il venait tout le temps quand je me lavais. Un après-midi, il vient, il rentre dans la salle de bain, comme il disait toujours, parce qu'il avait oublié quelque chose. Et il s'est amené et j'ai eu super mal. Je me suis mise à pleurer, je n'ai pas bougé. Et ça va se reproduire par la suite, tous les jours, à la sortie de l'école. Ça devient une espèce de rituel. Elle rentre de l'école à pied, elle prend son goûter et elle entend la voix de Daniel Paulette qui lui dit « monte ». Je savais ce qui m'attendait. Et tous les jours, c'était comme ça. Valérie Bacot n'en parle à personne parce qu'elle n'a personne. Elle n'a pas de copine, elle n'a pas d'amis. Son père est absent, indifférent, et sa mère est la dernière personne à qui elle pourrait raconter ça, puisqu'elles n'ont pas de lien mère-fille. Elle a déjà tenté de parler de l'acte Nathalie Tomassini, avocate de Valérie Bacot. Perpétré par son frère sur elle lorsqu'elle était toute petite. Sa mère ne l'a pas défendue. Alors Valérie Bacot se tait et subit en secret les viols quotidiens de son beau-père durant 2 ans. À l'âge de 14 ans, un matin, à sa grande surprise, Valérie est convoquée à la gendarmerie. La mère de Valérie lui dit qu'aujourd'hui, elle n'ira pas au collège et elle l'emmène à la gendarmerie de leur village, La Clette. La veille, la sœur de Daniel Paulette s'est présentée dans cette gendarmerie. Elle a des doutes sur l'attitude de son frère avec l'adolescente.
Voici ce qu'elle déclare. J'ai remarqué que Valérie se trouvait sur les genoux de Daniel. Je trouve ça bizarre pour une fille de 13 ans dont Daniel n'est pas le père. Et si elle fait cette déclaration, c'est parce qu'elle-même a été violée par Daniel Paulette alors qu'elle était enfant. À 11 ans, je n'étais pas encore formée. Un jour, il a commencé à me demander de me déshabiller. Ces viols ont duré 5 ans. Cela pouvait être 2 à 3 fois par semaine. Les gendarmes pressent Valérie de questions. La maman n'en revient pas, elle ne croit pas à tout ça. Et... Henri de Biesse, ancien gendarme. Valérie, quant à elle, elle dit n'avoir jamais eu de relation sexuelle avec qui que ce soit, ni même avec Daniel Paulette. Et à partir de ce moment-là, nous saisissons le médecin légiste pour faire un examen de Valérie. Le médecin légiste procède à un examen pour vérifier si Valérie dit la vérité. Le résultat de l'examen démontrait que Valérie n'était plus vierge. Et là, elle reconnaît devant le médecin qu'elle a eu des rapports avec Daniel Paulette. Le jour même, Daniel Paulette est interpellé pour agression sexuelle et viol sur mineur. Il est placé en garde à vue. Lors des premières auditions, l'homme est catégorique. Il nie en bloc. Il n'a jamais eu de relation avec Valérie. Il est auditionné sans relâche par les gendarmes. Et au petit matin, il craque. Il a hésité. Et puis, il m'a dit « Bon, je veux m'expliquer ». Il ne s'agit en aucun cas d'un viol. J'ai eu à 3 reprises des rapports sexuels avec elle, mais elle était consentante. Les 3 fois, cela s'est passé dans la chambre de Valérie, alors que sa mère, Joëlle, travaillait au magasin. Elle a pris du plaisir puisqu'elle me l'a dit après. Quant à moi, j'ai pris du plaisir également. Il persistera jusqu'au bout en disant que c'était des rapports consentis. Est-ce qu'on peut parler, toujours la même question, d'un consentement chez une enfant de 12 ans? Elle, dans son audition, elle maintient jusqu'au bout qu'elle n'était pas consentante. J'avais un sentiment de dégoût. Je me suis débattue, mais en même temps, j'avais peur. Je n'ai pas osé me débattre, car j'avais peur que mon petit frère entende quelque chose. Vous essayez des fois de vous défendre, de vous battre, enfin, de dire non. Valérie Bacot. Mais vous apprenez que vous avez encore plus mal. Et du coup, il vaut mieux attendre que ça se passe et fermer les yeux. Après ces rapports, elle pleurait, elle était pas bien. Pour elle, elle était violée à chaque fois. Je n'ai jamais rien dit à personne, car je ne voulais pas faire de peine à ma maman. Quand la mère de Valérie apprend que Daniel Paulette a violé sa fille, elle ne réagit tout simplement pas du tout. Elle n'entend pas sa propre fille. Nous attendions tous à ce qu'elle fasse un scandale, qu'elle dépose plainte, mais il n'y a pas eu de plainte. C'est malsain, c'est incompréhensible. Valérie est mineure et les services sociaux portent plainte pour elle. Daniel Paulette est inculpé pour viol sur mineur de moins de 15 ans. Il risque 20 ans de prison. Mais à la surprise générale, il ne sera pas jugé pour ses actes. Premier dysfonctionnement dans l'histoire judiciaire de Valérie Bacot. On a un homme, Daniel Paulette, qui, alors qu'il l'a violée à plusieurs reprises, ne va pas être condamné pour viol, mais pour agression sexuelle. 3 mois après les faits, Daniel Paulette écope de 4 ans de prison. Mais il va ressortir bien plus tôt que prévu. Et ce n'est pas parce qu'il est derrière les barreaux qu'il va s'arrêter. Pendant 2 ans et demi, Daniel Paulette est incarcéré à la prison de Varennes-le-Grand, à 1 heure de route du domicile de la famille Bacot. La mère demandera une autorisation de visite au parloir pour Valérie, qu'elle obtiendra. Et c'est toute l'aberration, encore une fois, du dysfonctionnement judiciaire. Donc la mère l'emmène avec elle alors qu'elle sait que cet homme a abusé de sa fille. On allait le voir en prison et je comprenais pas trop ce qui se passait, mais il fallait que je fasse comme ça. Depuis sa cellule, Daniel Paulette écrit même des lettres d'amour à Valérie. À toi, la femme que j'aime. J'ai trouvé le visage de l'amour, celui qui t'aime. Valérie est obligée de répondre à Daniel, est obligée de lui écrire, est obligée de signer « Papa, je t'aime ». Tout vous fait comprendre que c'est à cause de vous et tout ça, vous faites ce qu'on vous dit de faire.
C'était comme ça. Daniel Polette ne fait pas l'intégralité de sa peine. Au bout de 2 ans et demi, il sort de prison et revient naturellement à la maison. Quand on a appris que M. Polette revenait vivre dans la famille au BAD, Renée Masson, institutrice de Valérie Bacot. Toute la population était scandalisée. Et du coup, vous sentez qu'il est encore plus fort parce que vous savez que, qu'en fin de compte, il a son accord. Et à 17 ans, voilà, je suis tombée enceinte. Et la mère, là pour le coup, lorsque Valérie tombe enceinte, là, c'en est trop. Nathalie Tomassini, avocate de Valérie Bacot. Valérie, c'est une Marie couche-toi là, c'est une séductrice pour pas dire autre chose. Et elle va la mettre dehors. Sa mère l'a chassée. Son père refuse de l'accueillir chez lui. Mineure et enceinte de Daniel Polette, Valérie Bacot n'a plus personne vers qui se tourner. Elle s'installe avec son bourreau. Il m'a dit, on prend un appartement, tu viens avec moi. C'était le père de mon enfant. J'avais nulle part où aller. Qu'est-ce que je devais faire? Du coup, je me suis retrouvée que... On a pris un appartement, puis on a fait comme ça. Daniel quitte la mère de Valérie. Ensemble, ils emménagent dans le village d'à côté. Daniel se métamorphose et trouve un emploi de chauffeur routier. Il paraît que c'était un travailleur consciencieux et apprécié. Valérie ne travaille pas. La vie semble paisible. Les enfants naissent les uns après les autres, 3 garçons et une fille. Daniel Polette est content d'avoir des enfants. Clémence de Blazy, journaliste. Et puis surtout, il rêvait d'avoir une fille. Il s'était rangé, il était père de famille, il travaillait. Quelquefois, quand je rentrais du travail le week-end, je le croisais, lui, le papa, avec les enfants, faire voler des cerfs-volants ou des avions téléguidés, je ne me rappelle plus. Moi, je ne sais plus, dans les années 2000 et quelques, je les croise tous les deux. Il y avait déjà 2 petits-enfants, dont un dans une poussette. Ils étaient tous sourires, ils s'entendaient très bien. Et j'étais adjoint au maire de Laclette. Là. Ils me disent, il faudrait nous marier. Moi, j'étais le premier surpris, en fait, parce que... Ce n'est pas l'ancien gendarme qui les unit. Mais le 15 novembre 2008, Daniel Polette et Valérie Bacot se marient. Vu de l'extérieur, tout semble aller pour le mieux dans leur vie. Mais au bout de 8 ans de mariage, soudain, un matin, Daniel ne se présente pas à son travail. Il a l'habitude de garer son camion le vendredi à proximité de chez lui, mais... Jim Gassman, journaliste. Là, ce qui inquiète l'employeur, c'est que il n'assure pas la livraison au début de la semaine suivante. Son téléphone est sur messagerie. Valérie, elle explique à qui veut l'entendre, en fait, que Daniel est parti de lui-même, qu'il a disparu subitement, qu'ils étaient en voiture, qu'il s'est énervé, qu'il a tout laissé, ses affaires, sa femme, ses enfants. Connaissant qu'il ait son goût pour les femmes, moi j'avais pensé qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre et puis qu'il était parti. Là, honnêtement, ça m'aurait pas surpris, en fait. Au printemps, Valérie déménage avec ses enfants. Daniel Polette a 7 frères et sœurs. L'une d'entre elles est inquiète de ne plus avoir de nouvelles. Elle appelle Valérie. Elle me contactait parce qu'elle avait peur qu'il nous ait fait du mal. Je dis, t'inquiète pas, on est tous ensemble, on va bien. Je dis, il est parti. Elle va même évoquer ensuite un départ précipité possible au Canada parce que, dit-elle, il avait évoqué plusieurs fois l'envie de se rendre là-bas. Donc, elle va dire qu'il est parti de son plein gré. Mais la sœur de Daniel reste inquiète. Elle déclare la disparition de son frère et insiste pour que les gendarmes mènent l'enquête. Ils interrogent toute la famille. Mais étonnamment, certaines sœurs s'en fichent. Je leur ai expliqué tout de suite que moi, il y a longtemps que je n'avais plus de rapport avec lui. Mireille, sœur de Daniel Polette. Que je l'ai juste croisé avec sa femme et ses enfants. Et même s'il a disparu, c'est pas mon problème, quoi. Valérie, il lui faudra presque 1 an
pour qu'elle se décide à aller à la gendarmerie, contrainte par les problèmes administratifs qu'elle a, et signaler officiellement la disparition de son époux. Mais pendant 1 an, en fait, elle vit avec ses enfants en reconstruisant sa vie sans lui. Elle déménage rapidement avec sa petite famille et elle trouve même un emploi. Elle devient aide ménagère, comme si son mari était parti pour très longtemps. Les gendarmes vérifient même si Daniel Polette est entré sur le territoire canadien. Sans succès. Bon an, mal an, on retrouve rien de particulièrement inquiétant et on va classer le dossier assez rapidement. Mais qui se cache derrière cet homme dont la disparition ne semble inquiéter personne? Daniel Polette est né 60 ans plus tôt. Enfant de la région, il a grandi à la campagne avec ses frères et sœurs. Dès son plus jeune âge, il est décrit comme un tyran. Monique, sa petite sœur, devant la maison de son enfance, elle se souvient des accès de rage quotidiens de son frère aîné. On se cachait quand il nous fait ses crises. Ou la nuit, quand il tapait sur mon père, on se cachait. Daniel s'en est pris à tout le monde dans la famille, même à son propre père infirme. Elle le dérouillait. Il lui tapait dessus, mais on entendait tout casser. Vous levez le matin et vous voyez votre père qui est complètement défiguré, le sang sur les murs qui vous fait nettoyer. Et c'était ça constamment. Et mon père, un jour, il s'est suicidé. Avec lui, c'est que de la violence, de la peur. Lui, c'était la terreur. Il a toujours un regard froid, un regard de tueur, quoi. Nous, on l'a toujours fui, quoi. Daniel Polette aime cogner, avec ses poings, avec des armes. Il a toujours eu des armes à la maison. Donc il y avait nerfs de bœuf, manchaku, poing américain, carabine. Ces armes, il les utilise pour terroriser, mais aussi pour violer. Notamment sa jeune sœur, Monique, alors âgée de 11 ans. Je sentais l'alarme du couteau qui rentrait à la peau, donc il me dit, quand je te dis de monter, tu montes. Et quand il avait fini, chaque fois il pliait la carabine et il disait, t'as vu, il y a 2 balles. Une pour moi, une pour ma mère. Tu fais la moindre erreur, c'est fini pour toi. Lui, c'était un malade. Il n'y avait pas de mot, encore le mot malade, il est gentil. Il n'a jamais été inquiété pour le viol de sa sœur. C'est elle qui a dû s'enfuir de la maison à 16 ans. Il n'a jamais été inquiété non plus pour les violences conjugales qu'il a commises sur ses 3 ex-compagnes. Régine, c'est celle, je pense, qui a le plus ramassé. Elle raconte par exemple une scène où ils étaient en voiture et il pique une crise, la tire par les cheveux, il la fait sortir de la voiture, il y a l'enfant tout jeune qui est présent et qui assiste à tout cela. Il la menace de la tuer, de tuer l'enfant, de se tuer lui-même. Michel, sa première épouse, décrit un homme jaloux et possessif. Elle encaisse les coups durant 7 ans avant de divorcer. J'ai subi des coups de poing, surtout au niveau du visage, mais également sur d'autres parties du corps. Il s'énervait dès lors que je parlais à un homme. Cet épisode de ma vie m'a beaucoup marqué. C'est en partie à cause de cet épisode que je n'ai jamais voulu me remarier. Toutes les anciennes concubines de Daniel Polette nous diront que c'était un homme d'une extrême violence et qu'elles ont vécu un enfer conjugal avec ce dernier. À Baudemont, le village où il s'est installé avec Valérie Bacot et les enfants, personne ne connaissait le passé d'homme violent de Daniel. Les habitants se souviennent d'un chef de famille imposant. Il avait l'air d'être un papa autoritaire qui mène d'une main ferme la famille. Nathalie Tomassini, avocate de Valérie Bacot. Parce qu'il était toujours déjà devant tout le monde. Et Valérie, c'est une petite femme, toujours dans la même position, avec une posture un petit peu fermée. À partir du moment où il s'est mis en ménage avec Valérie, je pense qu'il la tient, quoi. Très très vite, elle ne sort quasiment plus. Elle est astreinte aux tâches ménagères, à élever ses enfants. Je me rappelle bien que pendant que nous, nos enfants chahutaient, couraient dans tous les sens, eux, ils restaient très sagement à suivre les parents. Ah non, c'était pas ça. C'est qu'on faisait attention aux moindres choses. Valérie Bacot. Parce que même les gamins, ils savaient que s'ils faisaient quelque chose de travers, que c'était moi qui allais prendre. Car derrière les apparences d'une vie de famille normale, à la maison, le mari révèle sa vraie nature. Ça a commencé une calotte. Après, il s'excuse.
Du coup, vous vous dites, non, il ne refera pas. Et c'est un engrenage, et c'est de plus en plus. Et après, c'est plus des calottes, c'est des coups de poing. Valérie décrit un enfer domestique. Pourtant, le voisin d'en dessous n'a jamais rien entendu. Je n'ai jamais été témoin d'épisodes particuliers dans le couple. Et pourtant, une grosse engueulade, si j'avais été présent dans la bâtisse, je l'aurais entendu. Pour exemple, les gosses qui tapaient du talon, je les entendais. Les années passent. Daniel boit de plus en plus. Valérie n'a plus le droit de travailler. Il surveille ses sorties. Lui est interdit de recevoir des amis. On voit bien qu'il installe son pouvoir, sa domination, son contrôle. Que ce soit dans ce que je peux faire, ce que je peux penser, c'est jusqu'à ce que vous mangez, ce que vous avez le droit d'écouter, ce que vous avez le droit de regarder, comme si c'est un gourou, quoi. Et puis enfin, accepter l'inacceptable, c'est-à-dire la prostitution orchestrée par Daniel Polette. Vous venez d'écouter Crime de femme. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Crime de femme est un podcast coproduit par Initial Studio et Girafe Prod, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, produite par Girafe Prod. Cet épisode a été réalisé par Géraldine Levasseur, Carlos Simoes et Nathalie Gillot. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agasson. Montage, Victor Benamou, avec la voix d'Alix Martineau.